Bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier la Société Elisabeth Fry et Anne-Céline pour l'invitation aujourd'hui. J'étais très heureuse de pouvoir me replonger dans les résultats de ma recherche que j'ai faite au cours de mon mémoire de maîtrise qui a été déposé en 2017. Ça s'intitule « Le travail dans le parcours des femmes ayant été incarcérées ». Ici, je peux vous présenter le plan de ma présentation. Tout d'abord, je voulais vous parler de comment est-ce que j'ai problématisé l'enjeu du travail des femmes pour ensuite rapidement vous parler de la méthodologie que j'ai utilisée pour ensuite passer à la présentation des résultats et de l'analyse que j'ai faite en parallèle à la fois du travail des femmes hors de l'institution carcérale. Donc, je me suis intéressée à leur trajectoire de vie à l'extérieur de l'institution et également le travail à l'intérieur des murs. Donc, l'origine de ma recherche, en fait, je dirais que ça vient également d'une expérience personnelle. Lors des mobilisations de la grève de 2012, j'ai été incarcérée pour un très court moment comme prévenue, donc pour 8 jours environ. Puis, j'ai rencontré des femmes qui m'ont vraiment marquée à l'intérieur de la prison Tanguay. Puis, en sortant, il y a une co-détenue qui m'a dit « Oublie-nous pas ». Puis, pour moi, faire une recherche sur le travail des femmes incarcérées, c'était une manière aussi de pouvoir peut-être apporter un peu de... et surtout remettre quelque chose aux femmes que j'ai rencontrées là-bas. Le point de départ sur un plan plus sociologique serait en fait 2 zones d'ombre que j'ai ciblées dans la recension des écrits. Lorsque je feuilletais les recherches qui ont été faites sur le travail des détenus, j'étais devant le même problème que Sophie nous a expliqué, c'est qu'il y a très peu de recherches qui sont faites sur le travail carcéral, encore moins sur le travail des femmes. Puis, je voyais que c'était des recherches qui abordaient uniquement le travail salarié et qui s'intéressaient principalement aux détenus masculins. Je suis quand même tombée sur des recherches très intéressantes ou des essais. Entre autres, celui d'Angela Davis, « Les prisons sont-elles obsolètes ?» Ça m'a permis de cibler un premier postulat qui était le travail carcéral est un travail non libre. Donc, dans son livre, Davis va pointer une continuité directe entre l'institution de l'esclavage aux États-Unis et l'incarcération massive des personnes de couleur. Et elle va le voir comme une mise au travail forcée des personnes noires aux États-Unis. Elle souligne que les femmes incarcérées sont majoritairement des femmes pauvres de couleur qui vont effectuer des tâches domestiques en prison, la cuisine, le ménage, etc. Et pour elle, les femmes apprendraient, entre guillemets, à devenir des futurs domestiques, des femmes blanches et aisées une fois qu'elles ressortiront de la prison et qu'elles tenteront de se trouver un emploi sur le marché du travail. Donc, elles se retrouveraient dans une forme de cul-de-sac au niveau de leurs possibilités. Ensuite, puisqu'il y avait peu de recherches qui étaient faites sur le travail des femmes en prison ou directement sur ce sujet-là, j'ai dû moi aussi m'intéresser à des milieux qui pouvaient avoir une similitude en tout cas, sociologiquement, on pouvait établir des liens avec le milieu carcéral. Pour ma part, ça a été les communautés religieuses de femmes, ce qui peut sembler très éloigné, mais selon la sociologie, entre autres, de Irving Goffman, ça serait 2 institutions totalitaires ou totales qui fonctionnent avec des règles de vie très strictes où les reclus, les personnes qui vivent à l'intérieur des institutions sont soumises justement à des règles de vie, à des horaires précis. Donc, il y avait des liens à faire à ce niveau-là. Donc, j'ai pigé, en fait, dans la recherche pour trouver un deuxième postulat qui était un postulat féministe. Donc, le travail féminin était une des caractéristiques vraiment distinctives, c'était que c'était un travail de soins aux autres.
avec toutes les autres caractéristiques également du travail féminin. Juteau et Lorrain s'intéressent aux religieuses qui ne sont ni ce qu'elles vont appeler des mères-épouses, ni des salariés, puisque les recherches féministes se sont beaucoup intéressées à la question du travail domestique, du travail salarié des femmes. En s'intéressant au travail des religieuses, elles s'intéressaient à une activité qui était effectuée gratuitement, puis était non quantifiable parce qu'elle avait une dimension notamment émotionnelle. C'était un travail justement qui demandait de s'occuper d'autres êtres humains. On peut penser aux malades, aux enfants orphelins, aux personnes en situation de handicap. Et c'est ce qui les amenait à conclure que les tâches qui étaient réalisées dans les communautés religieuses produisaient, au sens sociologique, des femmes, soit des êtres humains qui s'occupent d'autres êtres humains. C'est ce qui m'a amené à élargir ou à adopter une définition élargie du concept de travail, une définition féministe qui allait inclure à la fois le travail salarié, le travail criminalisé suivant les travaux de Margaret Beer en 2010, sur lesquels je vais revenir un peu plus loin, le travail forcé non libre, suivant les recherches de Davis, et le travail gratuit de soins de soutien domestique qui a été abondamment étudié, mais plus précisément, j'utilisais l'angle de Lorrain et Juteau. Ma méthodologie, ça a été d'effectuer des entretiens individuels semi-dirigés auprès de 12 femmes ayant été incarcérées, à Tanguay ou à Joliette. Donc, mon terrain s'est déroulé en 2016. Donc, j'ai rencontré des femmes qui étaient sorties de prison, qui avaient donc été incarcérées à Tanguay ou à Joliette, donc avant la fermeture de Tanguay, et qui travaillaient bénévolement à l'organisme CEFAD, Continuité Famille auprès des détenus, ou qui résidaient à la maison Thérèse Casgrain. La question de recherche, en fait, générale, qui orientait mon regard était quelle est la spécificité de l'organisation du travail des femmes ayant été incarcérées. Et ma grille d'entretien allait cibler, en fait, ou avait comme objectif de faire le portrait qui sont les femmes incarcérées au Québec, comment les situer socialement, quelles sont leurs trajectoires. Et finalement, dans un deuxième temps, mais c'était le focus principal, quel est le travail effectué par ces femmes. Je trouvais pertinent de justement reprendre les données du portrait socio-démographique de la population carcérale féminine au Québec qui a été effectué par Giroux et Frigon en 2011 pour comparer les données, les caractéristiques avec l'échantillon que moi j'avais rencontré, qui était quand même très petit, là, une douzaine de personnes, mais pour voir un peu la représentativité, si c'était possible, mais également pour mettre de l'avant les caractéristiques. Donc, autant la population carcérale féminine que générale que mon échantillon était marqué par une faible scolarité, une expérience de la pauvreté qui était vécue par la majorité des femmes. 50% des femmes que j'ai rencontrées étaient célibataires, mais chacune d'entre elles avait une expérience d'union conjugale à un moment donné ou à un autre de leur vie. Et elles m'ont aussi auto-révélé des expériences de violence et d'abus, notamment des abus sexuels vécus. Donc, ce n'était pas directement l'objet de ma recherche, mais ça a été auto-révélé. Donc, ça vient aussi marquer l'importance que ça a pu avoir pour les femmes dans leur parcours. Mon échantillon était composé de femmes qui avaient une moyenne d'âge un peu plus haute que la population générale, une plus faible proportion de femmes de couleur et plus de femmes qui avaient des expériences de maternité. Je passerai maintenant à l'analyse des résultats de recherche et à la présentation également de ceux-ci. Donc, je vais débuter par les trajectoires en dehors de l'institution carcérale, des trajectoires sexuées. Tout d'abord, le travail salarié. Les femmes que j'ai rencontrées avaient occupé des emplois variés, représentantes des ventes, commis, boucherie, pharmacie, conductrices d'autobus, serveuses. 2 d'entre elles avaient une occupation plus professionnelle, donc comptable ou infirmière.
La caractéristique que j'ai pu noter, les caractéristiques de la majorité de ces emplois-là, c'était une précarité, des faibles salaires et des rôles subordonnés dans la hiérarchie de l'entreprise. Certaines d'entre elles m'ont dit devoir cumuler 2 emplois pour rejoindre les 2 bouts, alors que d'autres ont complété leurs revenus avec des activités criminalisées lucratives. Ensuite, je me suis intéressée au travail criminalisé. Et là, je me suis appuyée justement sur les recherches de Margaret Beer et ce que j'ai pu apprendre auprès des femmes participantes à la recherche corroborait également les résultats de Beer. Donc, l'entrée dans les groupes criminalisés, donc la recherche de Margaret Beer se fait sur les gangs criminalisés. Et l'entrée dans les groupes criminalisés pour les participantes à la recherche se faisait souvent par filiation à un homme. Certaines m'ont parlé qu'elles ont agi sous la contrainte ou la menace, qui m'amenait à rapporter un peu ces activités-là, à les rapprocher de l'hypothèse de Davis par rapport au travail forcé. Je voyais qu'il y avait une division du travail entre femmes, mais que la chaîne de production ou de distribution, si on parlait de trafic de drogue par exemple, était largement contrôlée par les hommes. Les femmes avaient des rôles subordonnés et étaient exclues des tâches décisionnelles. Elles avaient un accès partiel ou difficile à l'information à l'intérieur des groupes criminalisés. Elles recevaient une faible rémunération proportionnellement aux gains totaux des commerces. Et les gains individuels étaient le plus souvent dirigés vers autrui, des patrons, frères, enfants, conjoints. Je passerai maintenant à l'expérience du travail gratuit. Certaines m'ont parlé qu'elles ont été affectées aux tâches domestiques dès l'enfance. D'autres m'ont parlé d'expériences de tâches agricoles non rémunérées au sein de la famille. Elles ont toutes, à l'exception d'une, été responsables des soins aux enfants à un moment donné ou à un autre de leur vie. Elles ont aussi été les grandes responsables de l'exécution et de la coordination des tâches domestiques à l'âge adulte dans leur foyer. Pour celles qui avaient une expérience de la maternité, il y avait 2 configurations. Certaines me parlaient d'une dépendance financière et un entretien du foyer biparental, alors que d'autres me parlaient d'une exigence d'autonomie financière qui était due à leur expérience de monoparentalité. Je passerai maintenant au travail en prison. Donc, quand j'ai voulu observer le travail en prison, j'ai voulu justement élargir un peu mon regard, pas uniquement parler du travail salarié ou même pas uniquement des tâches prescrites ou formelles à l'intérieur de la prison. Donc, ça m'a amené à m'intéresser aux tâches informelles, non prescrites, les tâches que les femmes allaient effectuer spontanément également. C'est ce qui me permettait de pouvoir avoir un regard sur les tâches réelles effectuées en prison et aussi c'est ce qui permettait de faire ressortir ce que j'ai appelé le travail, ce que j'ai appelé à la suite de plusieurs autres chercheurs féministes, le travail gratuit. Donc, je me suis intéressée encore une fois à la même déclinaison, le travail salarié, le travail criminalisé, le travail gratuit, à l'intérieur des murs de l'institution carcérale. Donc, le travail carcéral salarié, certains d'entre vous le savez peut-être, il y a des emplois variés, cafétéria, jardinage, conciergerie, père aidante. Donc, c'est le seul rôle à l'intérieur de la prison qui soit un travail de soins ou de soutien rémunéré, un travail de soins aux autres. Buanderie et atelier de couture, les 2 secteurs industrialisés, donc la buanderie à Tanguay et l'atelier de couture à Joliette. Les salaires étaient de 3,45 $ à Tanguay, 5,60 $ par journée de 8 heures de travail à Joliette, mais il y avait des échelons selon l'expérience, l'ancienneté. Et ce que j'ai remarqué par rapport aux caractéristiques des tâches et des rôles effectués par les femmes, c'était que ça s'apparentait beaucoup au travail qui était effectué hors des murs, encore une fois, des rôles subordonnés, des horaires flexibles qui étaient basés sur une disponibilité permanente, notamment en Tanguay, où les quarts de travail pouvaient être coupés ou les femmes étaient appelées spontanément pour un quart de travail, et une non-gestion des gains par les femmes elles-mêmes.
J'ai remarqué qu'il y avait des tâches qui étaient institutionnalisées, justement des tâches qui sont effectuées hors des murs de manière non institutionnalisée, mais qui étaient prises en charge ou prescrites par l'institution. Le nettoyage, notamment, reprenait une division entre les aires publiques et les aires privées, qui souvent est une catégorie qui intéresse les chercheuses féministes. Donc, les travaux qui sont effectués dans l'ère publique sont souvent rémunérés et les mêmes types de tâches effectuées dans une sphère privée ne sont pas rémunérées. Donc, il y avait cette division-là qui était reprise. Dans les aires publiques, on avait les emplois de conciergerie rémunérés. Dans les aires privées, les secteurs, les unités d'habitation, les cellules, le nettoyage était effectué gratuitement. Même chose pour la nourriture. Dans la cafétéria de Tanguay ou la nourriture qui était préparée pour le Max à Joliette, le fait de préparer, transformer la nourriture, c'était rémunéré. Et dans les cuisinettes à Joliette, c'était un travail qui était effectué gratuitement. Il y avait ensuite des efforts qui étaient déployés par les institutions carcérales pour produire une main-d'œuvre qui était adaptée au marché du travail, selon mon analyse, puisqu'un salaire était octroyé pour les études et ça préparait à des emplois typiquement féminins. On peut penser à la formation pour l'utilisation de logiciels de traitement de texte ou de calcul qui peut préparer, par exemple, à un emploi d'adjointe administrative à l'extérieur des murs. Il faut souligner aussi qu'avec un casier judiciaire, les femmes ont peut-être un boulet supplémentaire parce qu'elles peuvent être exclues d'emplois relationnels typiquement féminins, des emplois de soins, de soutien également, étant donné leur casier judiciaire. Je me suis également intéressée à leur rapport subjectif au travail salarié qui était ambivalent, variable. Certaines percevaient le travail salarié comme une forme d'exploitation et ça se traduisait par un refus de travailler de leur part. D'autres voyaient une possibilité salutaire d'avoir un revenu, de conserver une autonomie financière face à leur famille. D'autres me parlaient du bonheur de bouger, de rencontrer d'autres détenus, de passer du temps. Passer le temps et aussi passer du temps à l'extérieur du secteur ou de l'unité d'habitation, ce qui leur permettait aussi de se soustraire à la cacophonie, notamment du secteur à Tanguay, ce qui impliquait aussi dans la vie en commun, la promiscuité, un certain nombre de tâches justement non prescrites, des tâches de soins aux autres, accueil des nouvelles détenues, gestion des conflits perpétuels, soutien émotionnel. Ensuite, j'ai regardé le travail carcéral criminalisé selon le témoignage des personnes rencontrées. Donc, il y avait présence d'une économie souterraine interne à l'institution. Donc, on me parlait de production d'alcool, de cigarettes artisanales, importation et vente de drogue. Ça permettait une forme de réappropriation des savoirs et des outils qui étaient contrôlés par les hommes hors des murs, comme je vous en ai parlé plus tôt. Donc, il y avait un contrôle par les femmes de la chaîne de production et de distribution interne à l'institution. Elles recevaient des bénéfices non salariaux et il y avait aussi une mise en place d'un réseau de dettes entre les détenus également. Je vais ensuite vous parler du travail carcéral gratuit qui va se décliner en 3 types. Donc, ici, on voyait le nettoyage, dont je vous ai glissé un petit mot tantôt, le nettoyage des secteurs des unités qui se faisait gratuitement. C'était des tâches qui étaient effectuées de manière rotative entre les détenus. C'était des tâches qui étaient collectivisées, donc on peut penser que la lourdeur de la tâche était moins importante que dans le cadre d'un logement privé, par exemple à l'extérieur des murs, parce qu'il y avait une division du travail entre les détenus. Mais le nettoyage des cellules était une responsabilité individuelle de chaque détenu ou de 2 détenus si les chambres ou les cellules étaient partagées ou s'il y avait de la surpopulation à l'intérieur du secteur.
j'emboîte le pas à Bertrand et Davis en soulignant que le travail ménager gratuit est un véritable programme de réhabilitation, justement, qui est une forme de paradoxe, parce que les femmes, comme je l'ai souligné un peu plus tôt dans la présentation, sont déjà surformées au rôle et aux tâches ménagères, ce qui, selon moi, amène à pointer une forme de surassignation au travail féminin qui est faite également dans le cadre de l'institution carcérale. Je soulignais également que l'institution carcérale bénéficie de cette autonomie-là des femmes et de leur capacité à effectuer des tâches ménagères, parce qu'autrement, il faudrait employer des gens salariés pour le faire ou sous-traiter certaines tâches à des compagnies externes, ce qui impliquerait également de respecter les normes du travail à ce niveau-là. Ensuite, le travail sur soi, c'est une autre forme de travail gratuit qui était effectué à l'intérieur des murs de la prison, ce qui amenait les femmes à devenir des gestionnaires de leur propre peine ou de s'auto-administrer un châtiment, selon les mots de Foucault. Les femmes, de gré ou de force, là, selon la situation, s'impliquaient dans un parcours thérapeutique où elles faisaient des apprentissages émotionnels et relationnels qu'elles allaient pouvoir réinvestir dans leur vie à l'extérieur. Et elles m'expliquaient que leur objectif était de prendre soin d'elles-mêmes pour être disponibles pour les autres, ce qui vient également mettre en lumière toute cette importance du travail de soins et de soutien aux autres. Ça va être ma dernière catégorie, en fait, de travail gratuit. Le travail de soins aux autres pouvait se faire de manière formelle via le rôle de représentante de secteur qui devait, de manière gratuite, accueillir les nouvelles détenues, gérer les conflits, faire respecter les règles de vie en commun. Et pour moi, l'institution se déchargeait de tâches, par exemple l'accueil des nouvelles détenues, qui auraient dû être effectuées, par exemple, ou qui auraient pu être effectuées par un salarié ou une salariée non détenue. Le soutien aux co-détenus pouvait se faire aussi de manière informelle par des détenus sans statut particulier. Donc, expliquer le fonctionnement du secteur ou de l'unité, consoler, écouter, partager ses effets personnels, parce que les gens arrivent dans le secteur complètement dépouillés de leurs effets personnels, tricoter des foulards, pouvaient être des exemples de travail, de tâches que les femmes faisaient spontanément pour soutenir leurs co-détenus. En conclusion, je dirais que la trajectoire des femmes ayant été incarcérées est tissée par la division sexuelle du travail à l'extérieur des murs de l'institution, que l'institution carcérale met les femmes au travail, que ces tâches constituent une surformation sexuée à la suite de Davis et de Bertrand, Marie-André Bertrand, dont les modalités et les finalités leur échappent largement. Donc, les caractéristiques du travail fait par les femmes, c'est des tâches illimitées, non quantifiables, avec une dimension émotionnelle importante. Un travail qui est basé sur une disponibilité permanente, donc il n'y a pas des horaires fixes, notamment pour le travail gratuit. Des rôles subordonnés, bien souvent, une absence de pouvoir décisionnel, une dépendance matérielle malgré l'activité de travail, ce qui peut sembler paradoxal, et le fait que les fruits de leur travail sont gérés par d'autres ou destinés à autrui. Donc, je dirais que le travail effectué en prison rappelle celui des mères, des conjointes, des salariés et des religieuses. Donc, je vous remercie. C'est encore moi. Je me demandais, quand vous parlez du travail ménager, que les femmes sont assignées à faire en prison, vous dites que si ce n'était pas fait par elles, elles devraient embaucher du personnel externe. Est-ce que c'est la même situation pour les hommes en prison? J'imagine que non. Je me suis pas... je
je me suis pas intéressée à la question. Je pourrais pas répondre avec certitude. J'ai pas du tout étudié la question des prisons. Peut-être que des gens dans la salle le savent. Vous pouvez répondre à cette question. Oui. OK. Une autre question? J'arrive. Il y a des obstacles. Ok. Moi également, j'aimerais travailler sur l'éducation des femmes en prison. Ça, c'est mon projet. Je suis en thèse de doctorat à l'UQAM. Auparavant, au Cameroun, j'ai travaillé sur la socialisation des femmes en milieu carcéral. Mais là, par rapport à votre travail, j'ai une question. Quels sont les défis que vous avez traversés en travaillant avec les femmes, en fait, on va dire quoi, parce que je me dis, ce sont des femmes qui étaient sorties des prisons déjà. Quels sont les défis que vous avez traversés? Est-ce que c'était facile? Comment vous les avez retrouvées? Tout ça, oui, il y a eu quelques défis. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler, comme je l'ai mentionné, avec l'organisme Continuité Famille auprès des détenus. Qui m'ont ouvert leurs portes et là, j'ai pu entrer en contact avec certaines femmes. Les défis également que j'ai rencontrés après avoir entré en contact, après avoir établi des discussions informelles, avoir validé leur intérêt. Pour certaines, ça pouvait faire remonter certains souvenirs. Donc, des fois, j'ai pu avoir des rendez-vous manqués ou une volonté de participer à la recherche, mais finalement, ça pouvait être peut-être trop dur de devoir encore une fois raconter son histoire. D'autres, ils voyaient vraiment une occasion libératrice, une occasion de pouvoir prendre la parole. Et également, les femmes que j'ai rencontrées venaient tout juste de sortir de prison, donc avaient des conditions à respecter, notamment pas être en présence de femmes qui avaient été accusées d'un certain type de délits similaires à elles, par exemple, en fraude, par exemple. Donc, quand je leur donnais des points de rendez-vous, au début, j'ai pensé à la bibliothèque, ça pouvait être un bon endroit pour se rencontrer, mais finalement, ça créait un stress supplémentaire parce qu'il y avait une peur peut-être de rencontrer ou de croiser des gens qui avaient eu qui ne devaient pas être en présence de ces gens-là, ou encore de ne pas respecter leurs horaires, leurs allées et venues étaient assez strictes. Certaines devaient rentrer immédiatement à la maison Thérèse Casgrain. Donc, la maison Thérèse Casgrain m'a aussi généreusement accueillie à l'intérieur de ces murs et j'ai pu effectuer les entretiens, ce qui semblait être un endroit plus propice. Donc, c'est simplement le moment d'ajustement, là, de trouver un endroit où les femmes allaient être à l'aise pour parler. Et j'aurais pas cru tout d'abord que la maison de transition était un endroit où les femmes auraient voulu livrer leur témoignage, peut-être pour toutes sortes de raisons, mais finalement, c'était là où les femmes étaient majoritairement le plus à l'aise de le faire, là, dans la petite chapelle. Là. Ouais. Donc, c'est les défis par rapport au recrutement, je vous dirais, que j'ai rencontrés. Pour apporter une petite précision, à la Société Elisabeth Frey, elle administre la maison Thérèse Casgrain. Beaucoup d'entre vous dans la salle le savent, mais certains d'entre vous ne le savent pas, comme peut-être toi, Patricia. Et également, pour les recherches universitaires, donc c'est moi qui m'occupe en fait des recherches universitaires à la Société Elisabeth Frey. C'est un défi. Mes collègues m'adorent avec les recherches universitaires. Mais donc, s'il y a des recherches, en fait, Alexis a déjà travaillé avec nous. Enfin, il y a des personnes, donc ça sera avec plaisir qu'on vous accueille.
Merci pour ta présentation. J'ai juste envie de dire que c'était vraiment intéressant puis éclairant, puis important surtout, parce que c'est ça, on a vraiment peu de travail effectué sur ça, puis ça corrobore beaucoup avec ce que j'ai pu observer en prison aussi. Je veux dire, j'en ai parlé un petit peu du travail aussi, mais je manquais évidemment en tout cas, c'est ça, il y a tellement de sujets qu'on peut aborder. Mais ça vient vraiment faire écho à mon expérience, puis aux femmes que j'ai rencontrées, puis aussi aux observations que j'ai pu faire des métiers qui étaient, des emplois qui étaient en prison, ou du moins des programmes aussi pour après ça sortir. Là, je trouve que c'est vraiment éclairant. Merci. Merci beaucoup. Une autre question? Bonjour, Agnès Bilad, Continuité famille auprès des détenus. Je voulais surtout souligner, Vanessa, que je trouve très intéressant que les questions que tu as soulignées comme paradoxales, ben, nous, on est aux prises avec les mêmes paradoxes parce que, évidemment, il y a un nombre de femmes qui viennent faire du bénévolat chez nous pour qui ça fait partie d'un plan de réinsertion, donc c'est quelque part une obligation. Et c'est sûr qu'on se retrouve, nous aussi, même en faisant des entretiens, pour essayer de miser sur les expériences. On se retrouve, nous aussi, beaucoup à, de nouveau, faire en sorte que ces femmes surinvestissent dans des domaines comme l'entretien ménager, le travail domestique en général. Et on voit comment, au niveau... on le voit surtout, je pense, quand on fait davantage d'accompagnement dans le cadre d'un de nos programmes avec des femmes qui ont eu des démêlés avec la justice sans forcément avoir été incarcérées. Les questions, entre autres, d'analphabétisme fonctionnel sont criantes. Il y a vraiment des problèmes à pouvoir accéder, ne serait-ce qu'à un travail mieux rémunéré, non traditionnel, même avec nos plus jeunes participantes. Les tentatives d'aller vers des métiers non traditionnels, de penser entreprendre des études, mais en allant peut-être plus vers des DEP dans le domaine technique, là où la rémunération est quand même plus intéressante. Tout ça, il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'obstacles et c'est vrai qu'on n'est pas forcément en mesure de faire en sorte qu'il y ait une partie de ces obstacles-là qui soit surmonter. Donc, je pense qu'effectivement, la question de l'éducation en prison, ça devrait jouer un rôle. Malheureusement, dans certains cas, il y a des programmes qui ont reculé, il y a des formations qui sont beaucoup moins accessibles. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a vraiment, à la base, des obstacles qui devraient pouvoir être surmontés d'une certaine façon. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à toi. Très éclairante. Juste pour faire du pouce, en fait, ce que disait Agnès, on a aussi constaté, j'en parlerai brièvement à la fin de la journée, à la Société Elisabeth Frey, des besoins aussi sont criants en termes de préemployabilité pour les femmes. Donc on va souvent vers l'employabilité, mais c'est sûr qu'il y a comme un gap, en fait, et on l'observe, c'est comme le premier pas, en fait, vis-à-vis de la réintégration sociale. Et on essaye de trouver des outils, et l'art communautaire, pour nous, est un outil pour travailler sur la préemployabilité des femmes. Je détaillerai un petit peu. Salut, merci pour ta présentation. Je me demandais, c'est peut-être plus une question d'opinion, mais par rapport à après ta recherche, la réflexion que tu as faite et tout, quel type, selon toi, de travail finalement peut, puis que ce soit en prison ou en dehors de prison, peut venir finalement soit aider ou redonner du pouvoir à ces femmes-là? Est-ce que selon toi, ça passe par l'éducation en prison, comme qui a été mentionné, des programmes non traditionnels, des jobs non traditionnels, ou est-ce que... Donc, je ne sais pas si tu as une opinion par rapport à quel type, finalement, d'emploi ou de job pourrait être amené dans des programmes ou peu importe. Oui, c'est sûr que c'est difficile à répondre. Je sais qu'il y a une des participantes à la recherche qui regrettait vraiment de ne pas pouvoir retourner à son emploi de conductrice d'autobus, étant donné qu'elle ne pourrait pas être... avoir la responsabilité là, de jeunes enfants. Elle avait dit que c'était l'emploi qu'elle avait préféré dans sa vie. Elle avait été pendant 11 ans conductrice d'autobus. Donc, c'est difficile à
à déterminer. Ce que j'essayais de pointer dans ma recherche, c'était vraiment l'espèce d'imbrication entre les différentes sphères, le marché du travail, où il y a différents obstacles, l'institution carcérale également. Donc, j'aurais de la difficulté à apporter une réponse très précise. Oui, peut-être, comme Agnès le mentionnait, les DEP, ça pourrait être intéressant, mais on sait qu'il y a aussi, c'est quand même une chasse gardée masculine, les DEP de construction, etc. Donc, on vient se buter à d'autres formes d'obstacles. Donc, oui, donc ce que j'essayais de voir, même ironiquement, à certains moments, il y avait, je trouvais ça important de parler également du travail criminalisé parce que ça pouvait être un moment aussi où les femmes avaient pu avoir un peu plus de pouvoir, notamment à l'intérieur de l'institution, mais il y a toute une partie de ma recherche que je n'ai pas abordée où, justement, il y a une organisation des rapports de pouvoir entre femmes à l'intérieur de la prison, notamment par ce réseau de dettes que j'ai simplement mentionné au passage. Mais c'est ça, je le voyais comme une sphère, la sphère criminalisée où les femmes pouvaient reprendre du pouvoir, mais également se trouvaient parfois dans des rôles subordonnés ou à agir sous la menace, etc. Donc, on dirait que mon regard scrutait de manière critique chaque sphère sans en trouver une qui pouvait être exempte de défis là, ou d'obstacles pour les femmes. Salut. Oui. Je me demandais, avec l'entrée des outils actuariels dans l'intervention criminologique, la sphère du travail puis de l'occupationnel, c'est énormément travaillé dans les plans d'intervention, puis comme piste, en fait, pour retourner dans la société. Je me demandais, avec ton étude, qu'est-ce que tu pensais de ça, l'idée du travail comme façon d'éviter la récidive, dans le fond? Le travail salarié, j'imagine. Parce que un des points que je voulais apporter dans ma recherche, c'est que les femmes, parfois, ou l'idée de base, même l'idée avec laquelle j'ai commencé ma recherche, c'est que les femmes avaient peu d'expérience de travail ou peu d'employabilité. Puis ma recherche essayait de pointer l'idée que les femmes, au contraire, si on élargit un peu puis on regarde le travail criminalisé, le travail gratuit, les femmes ont énormément d'expériences de travail très variées. Mais le travail salarié comme piste de réintégration sociale, c'est sûr que c'est un puissant facteur d'intégration sociale. Comme sociologue, je peux simplement dire ça. Mais je ne saurais pas quoi ajouter. Bien, bonjour. En fait, je veux juste dire que moi, je suis DSP au Leclerc à Laval. Donc, on travaille justement à essayer de mettre sur pied des formations qui sont non conventionnelles. T'sais, maintenant, on offre la conduite de chariot élévateur, on donne des ASP construction, les femmes peuvent sortir avec des cartes de construction. Donc, c'est ça, on fait vraiment des efforts, puis on essaie d'être collé aux besoins aussi de la réalité du marché du travail. T'sais, avant, on offrait par exemple le cours de signaleur routier, mais un peu partout dans les détentions, et maintenant, bien, il y en a tellement qu'on en a moins besoin. Fait qu'on se tourne vraiment avec les besoins du marché du travail. Puis les DEP, c'est super intéressant, mais il y a des très courtes sentences. Au provincial, la moyenne, c'est à peu près 45 jours. Alors que le temps que la femme arrive à être incarcérée, ils sont toujours éligibles au 6e, au tiers, donc ça va vite. Fait que des DEP, c'est des centaines d'heures, mais souvent, ils ne sont même pas incarcérés suffisamment longtemps pour qu'on puisse en mettre en place. Donc, on essaie d'être collé vraiment à la réalité du marché du travail, là, mais on est sensible aussi aux métiers non conventionnels. Voilà. Une dernière question? Non? Parfait. On est pile à l'heure. Merci beaucoup. Je vous remercie.